Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons évidemment parler de la situation au Proche-Orient et notamment en Syrie. Nous allons parler du chaos créé par Emmanuel Macron, du Mercosur où la France s'est fait humilier. Nous allons parler d'Emmanuel Macron lui-même, du nouveau Front populaire et des perspectives à ouvrir. Générique. Évidemment, je veux commencer par la joie et le soulagement du peuple syrien suite à 50 ans du clan El-Assad qui dominait à feu et à sang la Syrie et le peuple syrien. Le soulagement qu'enfin cette page soit tournée dans l'histoire du pays. On se rappelle du père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, qui avait mené le massacre de Hama en février 1982, qui a conduit environ à 30 000 à 40 000 personnes qui avaient été tuées, avec quasiment une ville entière qui avait été rasée. Quant à la grande image de ce soulagement et de cette joie, c'est évidemment la libération de la prison Zednaya, qui est le symbole de cette politique d'un despote sanguinaire de Bachar el-Assad, avec cette prison qu'on appelait l'abattoir humain, qui, selon les différentes organisations internationales, a conduit à la mort de 30 000 prisonniers qui s'est trouvé depuis les 40 dernières années de l'ouverture de cette prison, à des exécutions par pendaison, à des tortures et évidemment la libération, y compris de beaucoup des prisonniers politiques qui s'est trouvé depuis 2011, c'est-à-dire depuis le moment des révolutions populaires dans le cadre des printemps arabes en Syrie, mène à énormément de soulagement et à des centaines et des centaines de gens qui vont dans cette prison pour essayer de retrouver désespérément une trace de proches après parfois 10 ans d'emprisonnement, 20 ans, voire même 30 ans pour certains, des fosses communes qui y sont découvertes. Bref, le symbole de l'horreur à laquelle vient d'échapper et vient enfin de se libérer le peuple syrien. Donc c'est évidemment une immense joie que nous partageons avec le peuple syrien et une inquiétude, je le dis aussi, parce que ceux qui ont permis la fuite de Bachar el-Assad et la fin de ce régime qui durait depuis 50 ans, c'est des différents combattants qui, à l'origine, étaient liés à Al-Qaïda, notamment le groupe HTS, et que nous ne savons pas quelle va être la politique menée par les nouveaux maîtres du pays, y compris l'impérative nécessité d'avoir des élections libres, démocratiques sous l'égide d'instances internationales pour permettre de dire que l'avenir de la Syrie appartient au peuple syrien. D'autant que, et je le dis, c'est une préoccupation particulière que nous avons. Nous avons une préoccupation particulière sur les Kurdes qui se trouvent dans le nord de la Syrie, au Rojava, qui ont construit dans une adversité totale ce qu'on appelle un confédéralisme démocratique, écologiste, féministe, et ils doivent impérativement être aidés et protégés, notamment des milices qui sont armées par la Turquie d'Erdogan, alors que les Kurdes, je le rappelle, ont combattu contre Daesh pour l'humanité tout entière et que nous devons beaucoup et nous avons une dette immense envers les Kurdes du nord de la Syrie. Et c'est à partir de ce confédéralisme démocratique, ce municipalisme qu'ils ont construit, que peut aussi s'avancer une solution politique pour l'ensemble de la Syrie, notamment pour que le peuple syrien vive enfin en paix et en démocratie. D'autant que dans ce moment d'incertitude totale sur ce qui va arriver sur la Syrie, vous avez vu que Israël a décidé de prendre possession du Golan syrien en violation de l'accord de 1974 et qu'il ne semble pas vouloir en partir, ce qui, là aussi, provoque de fortes inquiétudes puisque cela montre que Netanyahou, de nouveau, continue une politique de colonisation et que pendant ce temps-là, Netanyahou viole régulièrement le cessez-le-feu qui a été établi au Liban. La FINUL, qui est la force des Nations Unies, parle de 100 violations au moins par Netanyahou du cessez-le-feu. Donc nous sommes inquiets sur la pérennité de ce cessez-le-feu et sur son respect. Et évidemment, la situation à Gaza continue d'être catastrophique. Le génocide continue toujours. Une intensification, notamment, où on continue de viser les hôpitaux, de viser les civils, de viser les enfants, avec, je le rappelle, l'endroit au monde où il y a le plus d'enfants amputés par habitant qui se trouve aujourd'hui à Gaza. Et dans ce contexte-là, première chose, évidemment, les chiens de garde sont de sortie puisqu'on a de nouveau expliqué que Jean-Luc Mélenchon serait un allié de Bachar el-Assad, ce qui est absolument faux. Et vous pouvez retrouver des tweets de 2011, de 2012,
2012 de Jean-Luc Mélenchon qui soutient la révolution populaire qui a cours en Syrie, qui demande le départ de Bachar el-Assad et qui demande à ce qu'il n'y ait pas des solutions militaires, mais des solutions politiques pour que le peuple syrien puisse se réapproprier de son avenir. Mais surtout, dans ce moment-là, nous avons vu dans la dernière manifestation, samedi dernier à Paris, donc manifestation pour la Palestine, pour le Liban et donc pour la paix et le droit international, manifestation pacifique comme il y en a chaque semaine dans notre pays, nous avons vu quelqu'un venir, un homme, d'abord arracher une pancarte d'une manifestante, puis sortir un pistolet contre les manifestants pour les droits des Palestiniens. Cet homme a été interpellé par la police. Vous n'avez pas entendu parler une seule seconde de cette agression qui aurait pu tourner extrêmement mal avec une arme qui a été faite contre les manifestants. Si cela avait été n'importe quelle autre manifestation, évidemment, et à raison, ça aurait fait la une de tous les médias. Là, pas une seule seconde. Et je le dis solennellement à ceux qui ne cessent de mettre des cibles dans le dos, aux voix pour la paix, aux voix pour le respect du droit international, ça va mal finir si ça continue. Et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des indignations à géométrie variable et je veux ici apporter tout mon soutien à celles et ceux qui continuent de manifester pour les droits du peuple palestinien, mais aussi pour le respect de notre humanité commune. Si on revient à la situation française, nous avons en France une situation qui s'apparente au chaos, qui n'est pas le chaos que l'on nous avait prédit lorsque le gouvernement Barnier tomberait. Rappelez-vous, le gouvernement Barnier allait tomber et le soleil n'allait plus se lever. Bon, le résultat, le soleil s'est levé et il y a effectivement un chaos, mais qui n'est pas du tout le fait de la chute et de la censure du gouvernement Barnier. Je m'explique. D'abord, première chose, il est intolérable et incroyable que personne ne parle du fait que l'ancienne première ministre Elisabeth Borne ait menti à tout le monde pour faire en quelque sorte les démagogues de peur en disant qu'au 1er janvier, après la censure de Barnier, il n'y aurait plus de carte vitale qui fonctionnerait. C'est absolument faux et je vous parlerai de la loi spéciale que nous allons examiner à l'Assemblée qui permettra de faire en sorte qu'on puisse continuer de prélever les impôts, de faire fonctionner les services publics, de payer les fonctionnaires, bref, qui assure une continuité de l'État avant que, ensuite, en janvier, il y ait une nouvelle discussion budgétaire pour que la France ait un budget. Donc, tout cela est absolument faux et personne ne note que c'est incroyable qu'une première ministre mente de cette façon. Je vous laisse imaginer si Jean-Luc Mélenchon, moi-même ou d'autres avaient dit un mensonge d'une telle sorte, à quel point là aussi ça ferait la une de tous les médias, mais apparemment les milliardaires de Bolloré et d'autres ont là aussi des indignations à géométrie variable. Mais surtout, le chaos n'est absolument pas dans ce qui nous a été présenté. On nous a dit que si on censurait Barnier, on serait dans une situation catastrophique. Le résultat, c'est que sont soulagés aujourd'hui les professeurs et la communauté éducative qui n'auront pas 4000 postes supprimés comme ils voulaient le faire dans le budget. Les retraités de ce pays qui verront bien, et ça a été confirmé encore hier, qui verront bien leur pension indexée à 2,2%, donc c'est-à-dire indexée sur l'inflation, donc revalorisée, donc augmentée, dès le 1er janvier, alors que je rappelle que M. Barnier ne voulait les revaloriser que de 0,8 points. Donc les retraités, là aussi, peuvent se sentir soulagés du fait qu'il y ait eu une censure. Ensuite, vous pouvez continuer avec tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou même tous ceux qui sont soignés dans notre système de santé ou même dans les EHPAD, puisque dans les EHPAD et dans les hôpitaux, il n'y aura pas 600 millions d'euros en moins pour les objectifs de dépenses de l'assurance maladie. C'était ce qu'ils avaient prévu pour, là aussi, faire une austérité plus grande. Et on pourrait continuer assez longtemps. Les apprentis qui devaient payer la CSG, etc., etc. Et même y compris tous nos concitoyens qui se font régulièrement insulter par M. Retailleau de français de papier, de régression vers les origines ethniques ou qui ne supportaient plus de l'entendre parler des belles heures de la colonisation. Donc, la réalité, c'est que le peuple français est soulagé que M. Barnier et son gouvernement soient partis. Et ils sont d'autant plus soulagés que le résultat de la politique économique menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron est sous nos yeux. Et le chaos, c'est bien Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. Pourquoi? On se trouve à un niveau de casse et de destruction des emplois de ce pays qui est du jamais vu. D'abord, vous avez les plans de licenciement dont je vous ai souvent parlé, que ça soit à Michelin, à Valeo, à Sanofi, à MA France, bref, à beaucoup d'endroits du pays, à Auchan et d'autres, avec pratiquement 300 plans sociaux qui seraient déjà en cours dans le pays et 150 000 à 300 000 emplois qui seraient détruits l'année prochaine selon l'OFCE et différents cabinets. Donc, un bain de sang économique qui, évidemment, à chaque fois, implique des êtres, des familles qui sont derrière, qui se retrouvent au chômage dans des situations qui sont catastrophiques et une désindustrialisation de la France.
Mais vous avez un autre plan de licenciement comme ça, qui est le plus grand du pays, qui est complètement silencieux, qui concerne les très petites entreprises. On est à un niveau record de défaillance d'entreprises. 66 000 entreprises défaillantes. Notamment, à 90% d'entre elles, ce sont des très petites entreprises, donc moins de 11 salariés, et même dans l'immense majorité d'entre elles, ce sont des très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 3 salariés. C'est par exemple une boulangerie qui va fermer à un endroit, un restaurant qui va en fermer à un autre, etc., etc. Et là, nous sommes à un niveau, je disais silencieux parce que comme ce sont quelques emplois par-ci par-là, on en parle moins, mais qui concernent là aussi des dizaines de milliers de personnes et qui sont absolument catastrophiques. Ça, c'est principalement dû aux factures d'énergie. Et je rappelle qu'en faisant de l'obstruction sur notre niche parlementaire, ce sont les macronistes qui nous ont empêchés de voter ce que nous avions gagné en commission, le blocage des prix de l'énergie et le retour aux tarifs réglementés et l'élargissement aux tarifs réglementés de l'électricité qui aurait permis justement aux entreprises de pouvoir enfin respirer, ainsi qu'évidemment à l'ensemble des particuliers de ce pays. Et puis, troisième chose, c'est évidemment les services publics. Et nous avons vu la puissance de la manifestation des fonctionnaires jeudi dernier qui, par centaines de milliers, sont sortis dans la rue, là aussi pour dire qu'ils ne supportaient plus non seulement les 3 jours de carence que voulait leur faire Barnier et son gouvernement, hop, c'était renvoyé à la poubelle, tout le monde nous a dit merci sur la censure de Barnier et de son gouvernement, mais aussi qu'on détruise les services publics. C'est par exemple le cas à GRDF, au Kremlin-Bicêtre, où ils veulent fermer un site avec 106 emplois, majoritairement des femmes, majoritairement avec des petits salaires, et où ça participe à la casse du service public général, et notamment, en l'occurrence, du service public de l'énergie. Voilà le chaos qu'a créé Emmanuel Macron, voilà le résultat de la politique de l'offre, de la politique pour les plus riches, pour les grandes multinationales. Le résultat, c'est un désastre absolu sur ce qui se passe, une pauvreté qui ne cesse d'augmenter et d'exploser, la faim qui revient. Et si la France n'a jamais été aussi riche de son histoire, le peuple, lui, n'a jamais été aussi pauvre qu'aujourd'hui par rapport à ces 20 dernières années. Et on retrouve des choses qu'on ne croyait plus possibles dans la 7e puissance économique au monde, c'est-à-dire des gens qui ont froid en masse, des gens qui ont faim, un nombre record d'enfants à la rue. Bref, tout ça est absolument inadmissible et nous fait comprendre que oui, nous avons eu raison de censurer Barnier et ses mauvais budgets et que nous n'accepterons pas de dire que nous sommes toujours obligés de vivre toujours plus mal dans un pays aussi riche que le nôtre. C'est ce que nous pourrons montrer. Alors, je vous fais quand même une petite alerte parce que là, leur nouvelle alerte pour dire que c'est absolument horrible d'avoir censuré le gouvernement, c'est les tickets restaurants. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui utilisent les tickets restaurants non pas pour aller au restaurant, mais pour aller au supermarché, acheter les courses du quotidien pour pouvoir se nourrir, la farine, le lait, les œufs, etc. Et là, ils disent, à cause de la censure, on ne pourra plus utiliser les tickets restaurants. Alors, ça n'a rien à voir puisque ce n'était pas dans les budgets. Mais par contre, il est intéressant de voir que là aussi, c'est la faute de Macron et de Barnier. Parce qu'ils n'ont absolument rien prévu. Et c'est vrai qu'au 1er janvier, si la loi n'est pas passée, on ne pourra plus utiliser les tickets restaurants dans les supermarchés hors plat transformés. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont absolument rien prévu. Au point qu'ils ont été obligés de passer une loi qui est une loi d'initiative parlementaire, donc faite par un député, qui a été voté à l'Assemblée, et il suffit juste qu'ils le mettent au Sénat, qu'ils l'adoptent dans les mêmes conditions pour qu'au 1er janvier, de nouveau, on puisse utiliser les tickets restaurants. Donc encore une fois, ils n'ont rien prévu, ils n'y ont rien fait, ce n'était pas dans les budgets, donc ils mentent, et ensuite ils expliquent que c'est la faute de celles et ceux qui ont censuré ce gouvernement Barnier, qui n'ont fait que respecter la démocratie de ce pays. Et enfin, parce que je voudrais insister sur ce point, ensuite vient la question des agriculteurs. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de permanences des députés qui sont dégradées par des agriculteurs, en l'occurrence la FNSEA. Alors, c'est pas tout à fait anodin comme moment, puisque c'est le moment où va arriver bientôt les élections pour justement la représentation des syndicats agricoles. Ils visent les gens qui ont voté la censure. Je rappelle juste sur l'agriculture que le budget Barnier prévoyait 400 millions en moins sur l'agriculture, alors que nous avions fait voter des amendements Nouveau Front Populaire à la majorité de la commission qui permettaient d'obtenir 830 millions supplémentaires pour l'agriculture. Donc nous avions quelque chose de bien mieux disant sur cette question. La deuxième chose, c'est que là aussi, vous avez une situation catastrophique. Parce que si vous enlevez le vin, nous sommes maintenant dépendants de l'extérieur et de l'importation
pour tout ce qui est viande, fruits et légumes, etc. Ce qui est incroyable sur la question de l'autonomie alimentaire de la France et qui est aussi la responsabilité d'Emmanuel Macron. Et c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron d'avoir amené l'agriculture au point qu'il ne reste plus que 400 000 agriculteurs, qu'un paysan se suicide tous les 2 jours dans notre pays, qu'il y a 10 000 fermes qui ont été supprimées chaque année et qu'il n'a jamais rien fait contre les marchés, notamment qu'il a refusé, on s'en rappelle, c'était à 6 voix près, les prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs avec un encadrement des marges sur les distributeurs et sur les industriels pour qu'enfin les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Donc, tous ceux qui essayent de dire que c'est de la faute de ceux qui ont voté la censure mentent, et je le dis, s'il y a une colère pour les agriculteurs, c'est la manière dont la France s'est fait humilier sur le Mercosur, où là aussi ils ont raconté que c'était la faute de la censure. Alors là, on rigole bien. Vous savez depuis combien de temps est négocié le Mercosur? Depuis 25 ans. Donc vous n'allez pas m'expliquer que c'est parce qu'il n'y a pas de gouvernement depuis 3 jours que là, on se retrouve dans cette situation-là. Si on se retrouve dans cette situation-là, c'est parce que depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il a toujours refusé d'arrêter les négociations. Et comme il a toujours refusé d'arrêter les négociations et qu'il les a laissées courir, eh bien, on se retrouve sur une politique du fait accompli, où à la fin, vous avez la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui va dans un des pays du Mercosur et qui signe ce traité, qui est le plus grand traité de libre-échange jamais signé par l'Union européenne. Donc, c'est sa responsabilité et sa faute, avec évidemment des effets, si cet accord venait à être appliqué, qui seraient désastreux pour le modèle agricole français. Donc, c'est plutôt sur les députés du camp présidentiel, le bloc bourgeois, que ces agriculteurs devraient mettre la pression. Parce que là, maintenant, ce qu'il s'agit de faire dans l'urgence, puisque Emmanuel Macron ne l'a pas fait avant, c'est soit d'obtenir une minorité de blocage. Alors, pour bloquer dans la ratification, puisque ça a été signé, maintenant, il faut que ça soit ratifié. Pour bloquer sur la ratification, soit il y a une minorité de blocage, au moins 4 pays avec 35% de la population européenne. L'Italie a dit qu'elle était contre, la Pologne a dit qu'elle était contre et la France a dit qu'elle était contre en l'état. Ça fait 35% de la population européenne déjà. Donc, la condition est réunie. Il faut juste un 4e pays. Il se trouve que l'Autriche et les Pays-Bas ont dit des réticences et que la Belgique se trouve face à des grosses mobilisations d'agriculteurs. Bref, il est possible d'aller chercher cette minorité de blocage si seulement Emmanuel Macron arrête de faire le kéké je ne sais quoi, l'arrogant un peu partout et qui se concentre sur des choses importantes. Première chose. Deuxième point, je le dis, si nous étions au pouvoir, nous dirions « Nous ne donnons pas la contribution française à l'Union européenne, 9 milliards, si vous ne respectez pas et que vous bafouez à ce point-là le respect de la souveraineté du peuple français, puisque je rappelle que l'Assemblée nationale a dit et a exprimé par un vote qu'elle était contre ce traité. Vous pouvez aussi faire ce que De Gaulle avait fait à l'époque, la politique de la chaise vide, avec un veto sur l'ensemble des décisions. Bref, le traité de libre-échange avec le Mercosur ne peut pas se faire sans la France, si la France se fait respecter. Et donc, c'est la bataille principale que nous allons mener dans les prochains mois. Alors ensuite, depuis la dernière fois que je vous avais fait un panorama, nous avions fait tomber le gouvernement Barnier, événement historique, première fois depuis 62 ans qu'un gouvernement est renversé, et je le dis, nous en sommes très fiers, que ce soit notamment les Insoumis qui l'aient permis, notre motion de censure qui les fait tomber. Et puis, le lendemain, Emmanuel Macron a parlé à la télé. Alors, on pensait qu'il irait vite pour dire rapidement un nom de Premier ministre, parce que, vous comprenez, plus le temps en passe, plus la pression s'accroît sur le président de la République, au point que vous avez même le président de l'Association des maires de France qui dit que Emmanuel Macron doit partir. Alors, première chose intéressante, je passe sur l'arrogance de ce personnage complètement déconnecté, bon, voilà, qui fait la leçon à tout le monde et qui explique que la motion de censure est anti-républicaine. Bon, non, la motion de censure est une réponse à un 49.3, un passage en force. Et ce qui est anti-républicain, Monsieur le Président, c'est de ne pas respecter le résultat des urnes et notamment le résultat du 7 juillet en refusant à chaque fois de le reconnaître. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été obligé de répondre à la question de savoir s'il allait rester jusqu'à la fin de son mandat. Et je vais vous dire, rien que le fait, même s'il dit « je resterai jusqu'à la dernière seconde », bon, il avait déjà dit qu'il ne ferait pas de dissolution, il a fait une dissolution. Il avait déjà dit que le gouvernement Barnier ne tomberait pas, il est tombé. Donc, même s'il dit ça et que, vous verrez, on va y arriver, parce que c'est lui le principal point de blocage aujourd'hui et le principal problème de la France, eh bien, le fait qu'ils doivent répondre à cette question-là est la preuve que cette idée a beaucoup avancé.
Et d'ailleurs, elle a beaucoup avancé. Aujourd'hui, 64% des Français continuent de dire, lorsqu'ils sont interrogés, qu'ils sont favorables au départ d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une tâche qui est devant nous. Mais alors, il nous a relancé dans une espèce de grande consultation qu'il adore faire. Rappelez-vous, il avait déjà fait, pendant les Gilets jaunes, le grand débat qui n'avait rien donné. Et puis, ces cahiers de doléances qui n'avaient jamais été publiés. De la Convention citoyenne pour le climat, où ils avaient jeté à la poubelle plus de 95% des propositions qui avaient été faites par les citoyens. Du CNR, où il faisait référence de manière outrageante, vu le personnage qu'il est, au Conseil national de la résistance, qu'il avait appelé Conseil national de la refondation, qui n'avait absolument rien donné, des rencontres de Saint-Denis qui n'avaient rien donné, et là, de nouveau, il essaye de nous dire qu'il va faire une nouvelle méthode de gouvernement, etc., etc. Sachant que, vous l'avez vu, nous sommes, nous, les seuls à avoir refusé d'aller autour de la table du président de la République. D'abord, il a reçu à l'Élysée les formations politiques les unes après les autres. Alors, vous remarquerez que, comme d'habitude, Marine Le Pen est au top de la cohérence, c'est-à-dire qu'au départ, elle dit « il n'y va pas ». Bardella dit « si, on veut y aller ». Ensuite, du coup, ils supplient d'y aller. Ils ne sont pas invités à la grande table ronde qui est organisée à l'Élysée. Et au même moment où elle dit « regardez comme je suis une opposition parce que je ne suis pas autour de cette table, autour du parti unique », eh bien, au même moment, vous avez Chenu, qui est un député du Rassemblement national, qui dit « c'est une erreur que Emmanuel Macron n'invite pas le Rassemblement national ». Bref, comme d'habitude, ces gens ne servent à rien. Ils ont voté contre la destitution. Ils ont refusé de voter la première motion de censure contre Barnier qui a fait qu'on l'a quand même gardé pendant près de 2 mois du fait du Rassemblement national. Et maintenant, ils font croire qu'ils sont des grands opposants alors qu'ils sont les meilleurs alliés du système comme d'habitude. Mais passons. Je vais d'abord expliquer pourquoi nous avons refusé d'y aller. Nous n'avons jamais refusé d'aller voir ni un Premier ministre à Matignon, ni un président de la République à l'Élysée. Mais lorsque nous y allons pour dire ce que nous avons à dire. Là, le cadre était déjà posé par le président de la République qui, dès jeudi, a expliqué qu'il voulait discuter et réunir les forces politiques du Front républicain pour créer un gouvernement d'intérêt général, comme il dit. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait de faire un gouvernement avec les macronistes. Nous avons été élus justement contre la politique d'Emmanuel Macron et non pas pour continuer d'une manière ou d'une autre cette politique macroniste. Et je le dis d'autant plus qu'il n'y a aucun consensus à faire avec ce pouvoir. Je le rappelle, par exemple, dans le budget, nous avons gagné 159 amendements pour faire contribuer les plus riches, les multinationales, à aller chercher l'argent là où il est pour justement répondre ensuite aux besoins des Français et des Françaises. Eh bien, là, les 159 amendements que nous avons fait adopter à majorité de l'Assemblée, qu'a fait le gouvernement? Il les a pris et il les a tous jetés à la poubelle. C'est-à-dire qu'il n'en a gardé aucun. Et il n'y a pas de compromis possible entre ceux qui veulent l'abrogation de la retraite à 64 ans et ceux qui obstinément refusent de le faire comme ils l'ont fait dans notre niche parlementaire en faisant de l'obstruction pour empêcher le vote. Entre ceux qui veulent le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune et ceux qui, justement, ont contribué à le défaire, les macronistes dès 2017. Entre ceux qui veulent l'augmentation du SMIC et ceux qui, à chaque fois, votent contre l'augmentation des salaires. Ce n'est pas possible. C'est des projets politiques complètement différents et donc nous n'avons rien à faire. Et je ne parle même pas de l'idée de faire un gouvernement avec M. Retailleau, vu les propos absolument racistes et d'expression de Vichy qu'il utilise régulièrement dans ses prises de parole. Donc, nous avons refusé d'y aller parce que le cadre qui était posé était le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Et nous ne participerons jamais à cela. D'abord parce que ça serait trahir la parole qui a été donnée aux électeurs et aux électrices, trahir notre programme. Et ensuite parce que ce serait donner un boulevard à l'extrême droite. Parce que lorsque vous avez un gouvernement d'union nationale, quelle est la seule alternative qu'il reste? Eh bien, il reste l'extrême droite. Et je vous le dis, nous ne laisserons jamais le pays aux fascistes. Et donc, oui, nous, non seulement nous ne voulons pas continuer la politique macroniste, mais nous redisons au pays, en refusant d'y aller, qu'il reste à tout moment une alternative à ce que nous faisons. Alors, nous sommes les seuls du nouveau Front populaire à avoir refusé d'y aller, avec des prises de parole qui étaient quand même très problématiques, puisque Roussel a indiqué qu'il renonçait à l'abrogation de la réforme des retraites pour une simple conférence de financement, le Parti socialiste a fait de même, bref, c'est le moment où justement ils ont fait des reniements sur des points du programme sur lesquels nous sommes majoritaires à l'Assemblée. Donc ça, déjà, y aller en reculant sur des points aussi essentiels, vous comprenez que ça, c'est pas possible pour nous. Première chose. Deuxième chose, ils expliquent partout que, alors, bon, les socialistes non, mais les autres, qu'ils veulent quand même un gouvernement du nouveau Front populaire, mais du coup, ils vont discuter avec Emmanuel Macron. Comprenez que
le fait d'avoir censuré le gouvernement Barnier est une défaite majeure que nous avons infligée à Macron. Et qu'au moment où il est le plus faible, où y compris des gens de droite demandent sa démission, allez recentraliser Macron, allez en quelque sorte l'aider, alors que je vous dis juste ce qui est dit dans la presse internationale sur Emmanuel Macron. Alors c'est pas dans la presse française que vous entendrez ça. En Suisse, on parle de Macron comme le saboteur de la Ve République. En Italie, on parle du plus narcissique des présidents français qui ne croit toujours pas à la possibilité d'une défaite alors qu'il l'a sous les yeux. Aux États-Unis, on parle de la France sait visiblement mieux protéger ses monuments que sa démocratie. Voilà par exemple ce qui est dit sur Emmanuel Macron dans la presse étrangère. Et de manière incompréhensible, vous avez les communistes, les écologistes et les socialistes qui vont, eux, recentraliser Macron, qui en plus, ce n'est pas du tout son rôle comme président de faire ces différentes négociations, et qui l'aident en quelque sorte à pouvoir continuer. Et surtout lorsqu'ils disent qu'ils veulent continuer, pour certains, à avoir un Premier ministre du nouveau Front populaire, ou de la gauche et des écologistes, ou bon. C'est un préalable normalement à la discussion. Normalement, le président de la République doit nommer la candidature du nouveau Front populaire, et ensuite, c'est justement depuis Matignon, en ayant formé le gouvernement, ou à l'Assemblée nationale directement, qu'on construit les compromis comme nous l'avons fait dans le budget. Donc, ils font les choses complètement à l'inverse et ils laissent entendre qu'ils pourraient gouverner avec les macronistes, ce qui est évidemment intolérable. Je rappelle ce que disait Olivier Faure le 30 août 2024, c'est pas si loin. On était à Blois. Et il dit « Macron est prêt à vous lâcher tous les noms, vous dire que vous pourrez tout avoir, peut-être même s'il vous appelle les uns ou les autres, il vous dira que vous pouvez faire quelque chose sur les retraites. Alors on gèle la réforme des retraites plutôt que de l'abroger, que vous aurez un peu d'argent pour faire sur le SMIC, ça on lui aura même pas proposé, ou que vous pourrez faire un petit quelque chose sur n'importe quoi. Bon bah du coup il n'y a pas de n'importe quoi, il n'y a rien. La seule condition c'est que vous rapportiez le scalp du Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays et que désormais à nouveau ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner, les macronistes. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Bon, je crois que c'est assez clair et que Olivier Faure devrait se rappeler de ce qu'il a dit il y a 2 mois et demi, 3 mois, avec lequel nous sommes toujours en accord et c'est ce que nous continuons de faire. Alors, dans tous les cas, le nouveau Front populaire continuera. Je vais vous dire, lorsqu'ils sont sortis de l'Élysée, ils ont tous dit « ça sera notre dernière réunion à l'Élysée ». Ils ont dit Emmanuel Macron et le camp présidentiel n'est prêt à aucun compromis. Donc bon, point, retour à la maison et puis on arrête de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même les socialistes qui disent oui, mais on pourrait quand même s'engager à ne pas censurer un gouvernement. Mais quoi, un gouvernement de qui ? Un gouvernement de M. Bayrou, de M. Le Drian, de gens qui ont été ministres de Macron et à qui on permettrait de continuer ce qu'ils font. Quant à l'argument où ils disent « nous avons gagné une grande victoire, les macronistes ne dealent plus avec le Rassemblement national », on vient de voir à l'Assemblée nationale que sur les présidences des groupes d'amitié, eh bien, les macronistes et le Rassemblement national se sont mis d'accord ensemble, on fait un accord contre le nouveau Front populaire et que donc ils continuent de faire avec l'extrême droite qui est leur allié naturel et contre lequel ils veulent continuer d'avoir une opposition de façade avec eux et évidemment de casser le nouveau Front populaire. Donc je le dis, le nouveau Front populaire, c'est un programme, ce sont des candidatures communes dès le premier tour et nous continuerons dans tous les cas à poursuivre ce programme-là et à continuer avec toutes celles et ceux qui le veulent, mais dans la clarté, parce que nous ne trahirons pas ni la parole donnée aux électrices et aux électeurs, ni le programme sur lequel nous avons été élus pour je ne sais quel poste ou pour je ne sais quel marocain ministériel. Donc nous continuons sur cette ligne-là et je dois vous dire que Emmanuel Macron, après la prochaine censure, probablement, puisque là, ils sont en train de trouver aucun accord, donc il n'y aura pas de gouvernement plus stable qu'avant, ça continuera d'être des gouvernements illégitimes, donc de nouveau, nous les censurerons. Alors, il y aura une censure dès la nomination du nouveau Premier ministre et de son gouvernement qui vaudra lieu de savoir qui soutient ou non le gouvernement, puisque normalement, un Premier ministre va devant l'Assemblée et fait voter un vote de confiance à l'Assemblée, ce qu'ils vont refuser de faire puisqu'ils sont minoritaires. Donc, il n'y aura que la motion de censure pour savoir ceux qui la votent seront dans l'opposition, ceux qui ne la votent pas seront dans le soutien à ce gouvernement. Ça tiendra lieu de clarification. Et je vais vous dire, Emmanuel Macron ne pourra pas tenir à coup de Barnier, de Bayrou, de Le Drian ou de je ne sais qui tous les 2 ou 3 mois. Donc, tôt ou tard, il partira et on a intérêt à être prêt, puisque vous le savez, une présidentielle anticipée lorsqu'il y a une démission d'un président de la République,
c'est 20 jours minimum, 35 jours maximum. Donc ça va extrêmement, extrêmement vite. Et nous le disons, nous nous y préparons et nous voulons montrer qu'à tout instant, un autre monde est toujours possible. On a réussi quelque chose d'historique la semaine dernière et on continue à pousser parce qu'il est tout à fait possible de tourner la page définitivement de la Macronie et du monde de malheur qu'elle engendre. Force à vous!